consacré tout de récemment un livre à un des grands poètes haïtiens que je vais vous laisser vous présenter tout à l'heure, mais vous réagissez Non, moi j'aimerais, pour parler, il y a tellement de choses à dire et c'est tellement complexe, parler d'Haïti, parler de la littérature haïtienne, c'est tellement complexe et qu'on ne peut traiter ces choses qu'en partie. Il ne peut y avoir que des points de vue très partiels. C'est ce qui nous intéresse. Moi, je vais commencer par le film. D'abord, le film, je l'ai trouvé bon, assez équilibré, etc. Bon, il y a quelques lacunes, on ne va pas en parler, mais ce que moi je regrette, ça c'est la faute à personne sans doute, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait autant de monde dans cette salle quand il y a ces genres de rencontres. Et j'aurais préféré que les Français particulièrement soient beaucoup plus présents à ces genres de rencontres que d'être présents au concert de Tabou Combo, T-Vice, Karimi, parce que là, je pense qu'il y a beaucoup mieux à apprendre, il y a lieu d'apprendre et de mieux comprendre certains éléments qui nous permettront sans doute de nous réconcilier, etc. Alors bref, pour parler de la littérature haïtienne, je vais essayer de synthétiser rapidement en tenant compte de tout ce qui a été déjà dit là. Je pense que la littérature haïtienne marche de pair avec l'histoire d'Haïti et l'histoire du monde. Parce qu'il y a un désir, il faut comprendre, on n'en a pas parlé, on n'a pas été plus loin. Parce que c'est un pays, tout de suite après son indépendance, donc sa liberté, qui a été mise en quarantaine. Il y a eu une ceinture de sécurité autour d'Haïti, isolée. Donc, s'il y a ce désir, donc Haïti a toujours été à l'écoute du monde. Haïti a toujours été au cœur du monde. Non seulement cette littérature va de pair, est à l'écoute de l'histoire d'Haïti, avec tous ses lacunes, ses oublis, parce que notre histoire est piégée d'oublis. L'histoire d'Haïti et l'histoire du monde de façon générale, je vais rapidement, je pense que l'histoire de façon générale, comme elle est écrite de façon générale par l'Occident, donc ce qui se passe, eh bien, on nous raconte ce qu'on veut bien nous raconter, et notre histoire se trouve également, et l'Occident alors, puisqu'il écrit à la fois et sa propre histoire et l'histoire des autres, eh bien, notre histoire se trouve également piégée d'oubli. Bref, ce que je voulais dire pour conclure, donc étant donné que cette littérature est à l'écoute de l'histoire locale, entre guillemets pour faire vite, et l'histoire du monde, donc c'est ce qui explique ce désir de sortir de cette exclusion, de cette mise en quarantaine qui existe encore d'une certaine manière. Donc d'où pour l'écrivain haïtien, quand il écrit, il est à l'écoute de tous ces sons de cloche, et ce n'est pas, moi, depuis quelques années, je le fais de façon systématique. Par exemple, ce n'est pas ce refus des écrivains, je les comprends très bien, d'être taxés d'écrivains haïtiens ou d'écrivains par moment il faut un qualificatif. Moi, ils veulent être écrivains de court parce que moi, je le fais systématiquement. On va dans des librairies, dans des espaces où il y a des livres de littérature. Eh bien, on a eu 13 prix littéraires l'année dernière, mais il faut chercher dans une librairie pour trouver une œuvre haïtienne, mais je vois tous les autres qui sont bien affichés. Il y a quelque chose... mais là, vous touchez là des problèmes auxquels sont confrontées toutes les littératures post-coloniales, je dirais, entre guillemets. Ça a été le cas, je le connais bien, puisque des littératures québécoises, des littératures africaines, certaines littératures... Alors, on va y revenir. Mais je vais demander à Maggie de Coster, qui est ici à ma droite, de se présenter. En tout cas, Maggie, vous avez une carrière à la fois de journaliste, de romancière, de poète, et j'ai constaté que vous écrivez dans plusieurs langues, notamment, pas seulement en français, mais aussi, et on va revenir sur la question du créole, mais aussi en espagnol, parce que je disais tout à l'heure, je regardais, vous êtes auto-traduite en espagnol, je pense avant l'aube. Alors je voulais juste clarifier ça. Puisque vous pratiquez l'espagnol, vous avez... Bon, alors... Et vous... Puisque vos parents sont... Vos grands-parents, dit-on, ce que j'ai pu comprendre en vous lisant, étaient des Antilles cubaines, d'origine cubaine. Allez-y. Oui, mes grands-parents, en fait, mon grand-père maternel, que je n'ai pas connu malheureusement, ainsi que ma grand-mère maternelle, je n'ai pas connu les parents de ma mère, et la mère et le père et tout. Je sais tout simplement que mon grand-père était cubain,
que ma mère est née à Cuba, à Santiago de Cuba, qu'elle a vécu jusqu'à 1 an et demi et que sa mère l'a amenée en Haïti à ses parents et qu'elle a très mal connu sa mère, sinon qu'elle ne l'a pas connue du tout. Hein. En fait, il y a quand même, comment dire, il y a comme j'ai dit dans mon recueil, que j'ai écrit, en fait, j'ai écrit ce recueil, c'est comme un hommage, hein, un hommage, je voulais pas, en fait, je voulais montrer que, faire état de mes origines cubaines qui sont occultées. Et, on me présente toujours comme haïtienne et tout, bon, je suis des Antilles plutôt. Oui. Je suis née en Haïti, mais je suis des Antilles, je suis du monde, je suis plutôt citoyenne du monde, parce que bon, en fait, j'ai une descendance, une ascendance plutôt lointaine française, parce que je suis lisière de mon nom de jeune fille. Et ce lisière-là, ce nom-là, je l'ai hérité d'un ancêtre, un certain Joseph Lisière, qui était mulâtre, qui est né dans la colonie, qui avait des esclaves et tout, qui est de Jérémie, et dont l'acte de naissance, ou du moins l'acte de mariage, est à la Bibliothèque nationale de France. Et je suis de père haïtien, né à Cuba, à Camagüey. Hein. Mon père a vécu plus longtemps, mon père a vécu plus longtemps à Cuba, à Camagüey, qui parlait l'espagnol. Mais c'est pas par rapport, je sais pas, j'avais toujours cette propension pour cette langue-là sans savoir que mon père le parlait. C'est intéressant parce qu'on voit à quel point Haïti est une société combien métissée, puisqu'il y a aussi, bien sûr, des hispanisants, mais aussi des Polonais, ce que j'ai découvert récemment, hein, puisqu'il y avait des soldats polonais qui ont retourné leur veste en voyant le scandale de se battre contre des esclaves, des anciens esclaves qui n'avaient rien demandé. Alors, oui, vous voulez réagir? Non, c'est juste un détail, comme vous l'avez évoqué, effectivement, bon, dans l'histoire, on n'en a pas parlé, effectivement, il y avait comment dire, un groupe de Polonais qui était arrivé avec l'expédition de Leclerc, voilà. Et voilà, on parlait de la complexité de ce pays. Par exemple, c'est un pays où, par exemple, même dans l'inconscient haïtien, la notion de nègre. Donc il ne faut pas s'étonner, par exemple, que vous retrouviez face à quelqu'un avec la peau blanche, mais bien blanche, et qui vous dit « moi, nègre d'Haïti ». On se reconnaît dans un nous haïtien et qui est un nous nègre, qui n'a rien à voir avec la couleur, parce que le mot nègre en Haïti signifie l'homme. Oui. C'est l'être humain. Et c'est aussi... Moi j'en profite juste pour dire ce que j'ai à dire, parce qu'on n'a pas le temps de régler tous les problèmes ou de voir toutes les questions. C'est que c'est ce qu'on n'a pas dit tout à fait dans ce documentaire, que l'on doit retenir aussi. C'est que quand on a dit que tous les hommes sont nés libres et égaux, etc., donc c'est le pays avec l'acte de l'indépendance, avec les esclaves, ou encore tous avec Toussaint en tête, ils ont pris au mot, au pied de la lettre, la question. Donc c'est le pays pour la première fois où les droits de l'homme voulaient dire les droits de l'homme, vraiment de l'homme, peu importe ces catégories. Parce qu'avant, les droits de l'homme voulaient dire les droits de l'homme blanc. C'est tout. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ce qui n'est pas dit, qu'ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à comprendre l'importance de ce qui s'est passé en Haïti. Et c'est pour ça que je dis, ça marche avec la littérature, parce qu'on est toujours à l'écoute du monde, parce que c'est pour ça, après l'indépendance et la libération d'Haïti, on a voulu exporter cette liberté, donc on a voulu libérer la Martinique, libérer la Guadeloupe, on a aidé Cuba, on a aidé la Bolivie, on a aidé le Venezuela. Et cette littérature suit cette courbe historique aussi. Et oui, on va